Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires qui explorent les espaces intérieurs et les refuges que nous cherchons tous. Si tu apprécies ce moment de paix et de réflexion profonde, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à continuer de créer ces récits qui apaisent l'âme. Alors, installe-toi confortablement, respire lentement, et laisse-toi porter par l'histoire de ce soir. L'histoire d'un lieu où le silence n'est pas vide, mais plein de possibilités de guérison. Dans chaque ville existent des rues que personne ne remarque vraiment. Pas parce qu'elles sont laides ou dangereuses, mais simplement parce qu'elles semblent glisser hors de l'attention collective, comme si elles occupaient un espace légèrement décalé de la réalité ordinaire. La rue du Silence, dans le vieux quartier de Saint-Marc, était précisément ce type de rue. Elle apparaissait sur les cartes, bien sûr, marquée clairement entre l'avenue Hoche et la place des Tilleuls. Mais même les habitants du quartier avaient du mal à la situer précisément. Ah oui, la rue du Silence, c'est par là, je crois? Ou peut-être de l'autre côté? Ils hésitaient toujours, comme si leur mémoire refusait de conserver avec précision son emplacement. C'était une rue courte, à peine 50 mètres de long, bordée de maisons anciennes aux façades de pierre grise. Pas particulièrement jolies, pas particulièrement remarquables. Des volets verts délavés, des portes de bois sombres, de petits jardins encombrés derrière des grilles de fer forgé. Une rue comme tant d'autres dans les vieux quartiers français, témoin silencieux de décennies de vies ordinaires. Et pourtant, il y avait quelque chose. Une qualité particulière de l'air, peut-être. Un silence qui semblait plus profond qu'ailleurs. Même les oiseaux y chantaient plus doucement, comme s'ils respectaient instinctivement une règle non écrite. Au bout de cette rue, là où elle se terminait en cul-de-sac contre un vieux mur de pierre couvert de lierre, se dressait la maison numéro 12. Elle était légèrement en retrait par rapport aux autres, comme si elle cherchait à s'effacer encore plus. Sa façade était d'une neutralité presque parfaite. Ni belle ni laide, ni neuve ni décrépite, ni accueillante ni repoussante. Juste, là. Une porte de bois sans ornement particulier. 2 fenêtres au rez-de-chaussée avec des rideaux toujours tirés, 2 autres à l'étage. Pas de nom sur la boîte aux lettres, pas de sonnette visible. Juste le numéro 12, gravé discrètement dans une plaque de laiton ternie par le temps. Les habitants de la rue du Silence connaissaient l'existence du numéro 12, bien sûr, mais ils n'en parlaient jamais spontanément. Si on leur posait directement la question, ils devenaient évasifs, changeaient de sujet, trouvaient soudain quelque chose d'urgent à faire ailleurs. Quelques-uns, plus bavards ou moins prudents, murmuraient des choses étranges. Ceux qui entrent là-dedans en ressortent différents, plus calmes, plus silencieux, comme s'ils avaient laissé quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils laissaient? Je ne sais pas. Leur bruit, peut-être. Leur agitation. Je ne peux pas expliquer. Et puis il secouait la tête, mal à l'aise, refusant d'en dire davantage. Claire Morin avait 38 ans et vivait dans un état de bruit constant. Pas le bruit extérieur, bien qu'elle habitât un appartement bruyant dans un quartier bruyant d'une ville bruyante. Non, c'était le bruit intérieur qui la consumait. Ses pensées étaient un torrent incessant, un fleuve tumultueux de préoccupations, d'anxiété, de listes mentales qui ne se terminaient jamais. Elle se réveillait le matin avec déjà 20 pensées qui se bousculaient dans sa tête. Les emails à envoyer, les courses à faire, les échéances professionnelles, les relations à gérer, les décisions à prendre, les regrets du passé, les inquiétudes pour l'avenir. Elle travaillait comme gestionnaire de projet dans une entreprise de communication, un métier qui demandait une attention constante aux détails, aux délais, aux personnalités conflictuelles, aux clients exigeants. Chaque jour était une avalanche de sollicitations. Notifications sur son téléphone, emails qui arrivaient par dizaines, réunions qui s'enchaînaient, conversations qui se superposaient. Et le soir, quand elle rentrait enfin chez elle, épuisée, le bruit intérieur ne diminuait pas. Il s'intensifiait même, remplissant le vide laissé par l'absence de distraction professionnelle. Claire avait essayé toutes les solutions recommandées pour le stress et l'anxiété. La méditation, mais elle ne parvenait jamais à faire taire ses pensées plus de quelques secondes. Le yoga, mais même en position de lotus, son esprit continuait sa course folle.
Les thérapies, les médicaments, les applications de pleine conscience, les livres de développement personnel empilés sur sa table de chevet. Rien ne fonctionnait vraiment. Le bruit était devenu sa normalité, au point qu'elle ne se souvenait même plus de ce que signifiait le silence intérieur. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement éprouvante, Claire décida de marcher au hasard dans la ville plutôt que de rentrer directement chez elle. Elle avait besoin de bouger, de mettre son corps en mouvement dans l'espoir peut-être que cela calmerait son esprit. Elle marcha sans but précis, tournant dans des rues qu'elle ne connaissait pas, s'enfonçant dans des quartiers qu'elle n'avait jamais explorés. Et c'est ainsi qu'elle se retrouva, sans comprendre vraiment comment, dans la rue du silence. Elle s'arrêta à l'entrée de la rue, frappée immédiatement par quelque chose d'inhabituel. Le bruit de la ville, qui avait été constant jusqu'à présent, semblait s'atténuer ici. Ce n'était pas un silence complet, mais plutôt une diminution notable du volume ambiant, comme si quelqu'un avait tourné un bouton invisible pour baisser le son du monde. Claire avança lentement dans la rue, ses pas résonnant doucement sur les pavés. Elle remarqua qu'elle respirait différemment ici, plus profondément, plus calmement. Elle remonta la rue jusqu'au bout, presque malgré elle, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et c'est là qu'elle la vit, la maison au numéro 12. Claire s'arrêta devant la porte, son cœur battant étrangement fort. Il n'y avait aucune raison rationnelle pour qu'elle soit attirée par cette maison parfaitement ordinaire. Et pourtant, elle l'était. Profondément. Comme si la maison l'appelait, lui offrait silencieusement quelque chose dont elle avait désespérément besoin. Elle tendit la main vers la poignée de la porte, hésita. C'était fou, n'est-ce pas? Entrer dans une maison inconnue, peut-être habitée, certainement privée. Mais sa main semblait avoir sa propre volonté. Elle tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit sans bruit, sans grincement, glissant sur ses gonds comme si elle avait été huilée récemment. Claire jeta un regard autour d'elle, mais la rue était déserte. Personne pour la voir, personne pour la juger. Elle franchit le seuil. Ce qui la frappa en premier, ce fut le silence. Pas l'absence de bruit, mais la présence du silence, comme une substance tangible qui l'enveloppait immédiatement. Derrière elle, la porte se referma toute seule, doucement, et même ce mouvement ne produisit aucun son. Claire se tenait dans un petit hall d'entrée aux murs nus, peint d'une couleur neutre entre le beige et le gris. Le sol était recouvert d'un parquet ancien, ciré mais usé. Devant elle, un escalier menait à l'étage. Sur sa gauche, une porte ouverte laissait voir ce qui semblait être un salon. Sur sa droite, une autre porte fermée. Claire fit un pas en avant. Ses chaussures, qui claquaient habituellement sur les surfaces dures, ne produisirent qu'un murmure à peine audible. C'était comme si le bois absorbait le son, le buvait avant qu'il ne puisse se propager. Elle s'avança vers le salon, poussa doucement la porte déjà entr'ouverte. La pièce était simple, meublée avec parcimonie. Un canapé usé mais propre, une table basse, un fauteuil près de la fenêtre aux rideaux tirés. Pas de télévision, pas de technologie visible, pas de décoration sur les murs. Juste les meubles essentiels, et ce silence extraordinaire qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Claire s'assit sur le canapé, presque malgré elle. Le tissu était doux sous ses mains, accueillant. Et c'est là, assise dans ce salon étrange d'une maison inconnue, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le bruit dans sa tête commença à diminuer. Pas tout d'un coup, pas brutalement, mais progressivement, comme une radio dont on baisse lentement le volume. Les pensées qui tourbillonnaient constamment commencèrent à ralentir leur course frénétique. Les préoccupations qui se bousculaient pour attirer son attention s'espacèrent, laissant entre elles des intervalles de « quoi ?» De vide? Non, pas de vide. De silence. De paix. Claire ferma les yeux, surprise et presque effrayée par cette sensation inhabituelle. Pour la première fois depuis qu'elle pouvait se souvenir, son esprit n'était pas rempli à ras-bord de bruit mental. Il y avait de l'espace, de l'air. Elle pouvait respirer mentalement, enfin. C'était vertigineux, presque troublant. Comment fonctionnait-on sans ce bruit constant?
Qui était-elle sans ce torrent de pensées qui définissait habituellement chaque instant de son existence? Les minutes passèrent, ou peut-être des heures, Claire ne savait plus. Le temps lui-même semblait fonctionner différemment ici, s'étirant et se condensant de façon imprévisible. Elle resta assise sur le canapé, les yeux fermés, explorant ce territoire intérieur qu'elle avait oublié existait, le silence de son propre esprit. Et dans ce silence, quelque chose commença à émerger. Des choses qu'elle avait enfouies sous le bruit, des émotions qu'elle avait noyées sous l'activité frénétique, des vérités qu'elle avait évitées en restant constamment occupée. Elle réalisa qu'elle était épuisée. Non pas fatiguée d'une journée ou d'une semaine, mais épuisée d'années de courses effrénées, d'années à essayer de faire toujours plus, d'être toujours plus performante, plus productive, plus présente pour tout le monde sauf pour elle-même. Elle réalisa qu'elle portait un poids immense, fait de toutes les attentes qu'elle s'imposait, de toutes les responsabilités qu'elle acceptait sans question, de toutes les voix critiques qu'elle avait internalisées. Et dans le silence de cette maison mystérieuse, ses poids commencèrent à se détacher. Pas par un effort de sa part, mais simplement parce que le silence les révélait pour ce qu'ils étaient. Des fardeaux qu'elle pouvait choisir de déposer. L'obligation d'être parfaite. La peur de décevoir. Le besoin constant de contrôler. L'anxiété face à un avenir imprévisible. La culpabilité pour des erreurs passées. Un à un, ces poids devenaient visibles dans le silence, et un à un, Claire se donna la permission de les laisser là, dans cette maison qui semblait faite précisément pour les accueillir. Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi. Le temps avait perdu son sens habituel. Mais progressivement, elle sentit quelque chose changer en elle. Une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Un espace intérieur qui s'ouvrait, vaste et paisible. Elle ouvrit les yeux, se leva. Elle se sentait différente, plus légère, comme si on venait de retirer un sac à dos qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il était là. Claire se dirigea vers la porte d'entrée. Elle ne ressentait pas le besoin d'explorer le reste de la maison. Ce qu'elle était venue chercher, sans le savoir, elle l'avait trouvé. Elle ouvrit la porte, et le bruit du monde extérieur l'accueillit à nouveau, mais différemment cette fois. Les sons de la ville lui semblaient moins agressifs, moins envahissants. Ils étaient juste là, partie de la réalité, mais ils ne la pénétraient plus de la même façon, ne dictaient plus son état intérieur. Elle sortit, referma doucement la porte derrière elle. La rue du silence était toujours déserte, baignée maintenant dans la lumière dorée du soir. Claire marcha lentement vers l'extrémité de la rue, puis se retourna une dernière fois vers la maison au numéro 12. Elle avait l'impression d'avoir laissé quelque chose à l'intérieur. Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle regrettait. Au contraire, c'était comme déposer un fardeau trop lourd dans un lieu sûr, un lieu qui saurait quoi en faire. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire remarqua que le silence intérieur persistait. Son appartement, habituellement source d'agitation et de distraction, lui semblait différent, plus paisible. Elle éteignit son téléphone, ne vérifia pas ses emails, ne planifia pas le lendemain. Elle s'assit simplement près de la fenêtre, regardant la nuit tomber sur la ville, et savoura ce silence nouveau qui habitait maintenant en elle. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de présence, de possibilités, de paix. Les jours suivants, Claire découvrit que quelque chose avait fondamentalement changé. Le bruit dans sa tête n'avait pas complètement disparu. Elle était toujours capable de penser, de planifier, de s'inquiéter. Mais elle avait maintenant accès à un espace de silence sous le bruit, un refuge intérieur où elle pouvait se retirer quand tout devenait trop intense. Elle pouvait fermer les yeux, respirer profondément, et retrouver ce silence qu'elle avait découvert dans la maison au numéro 12. Au travail, ses collègues remarquèrent le changement. « Claire, tu as l'air différente. Reposée. Sereine, même. » Elle souriait, ne sachant pas comment expliquer ce qui s'était passé. Comment pouvait-elle parler de cette maison mystérieuse qui absorbait le bruit de l'âme? Il penserait qu'elle était folle. Alors elle disait simplement, « J'ai trouvé un nouveau moyen de gérer le stress. » Ce qui était vrai, d'une certaine façon. Quelques semaines plus tard, Claire eut une conversation avec Martin, un collègue qu'elle connaissait depuis des années.
Il était assis à son bureau, les mains sur les tempes, les yeux fermés, l'air complètement épuisé. « Ça va, Martin ?» demanda-t-elle doucement. Il ouvrit les yeux, tenta un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Pas vraiment. Je suis tellement fatigué, Claire. Fatigué de courir, de penser, de m'inquiéter. Mon esprit ne s'arrête jamais. Je ne sais plus comment faire. » Claire reconnaissait ce qu'il décrivait. C'était exactement ce qu'elle avait ressenti. Elle hésita, puis prit une décision. « Martin, je vais te donner une adresse. C'est un endroit particulier. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que c'est ou comment ça fonctionne. Mais si tu as vraiment besoin de silence, de paix, va là-bas. Entre simplement, assieds-toi, et reste aussi longtemps que nécessaire. » Elle écrivit l'adresse sur un bout de papier. 12 rue du Silence, quartier Saint-Marc. Martin prit le papier, perplexe mais reconnaissant. « C'est quoi ? Un centre de méditation ?» Claire secoua la tête. « Non. C'est juste, un lieu. Tu comprendras quand tu y seras. » Martin alla à la maison quelques jours plus tard. Claire ne lui posa pas de questions quand elle le revit, mais elle vit dans ses yeux qu'il avait compris, qu'il avait vécu sa propre expérience de ce silence transformateur. Ils échangèrent un regard de compréhension silencieuse, une reconnaissance mutuelle de ceux qui partagent un secret précieux. Ainsi commença un mouvement discret, presque invisible. Claire ne faisait pas de publicité, ne criait pas l'existence de la maison sur les toits. Mais quand elle rencontrait quelqu'un qui portait ce poids particulier de bruit intérieur, quelqu'un qui semblait sur le point de s'effondrer sous le tumulte de ses propres pensées, elle murmurait l'adresse. « Va là-bas. Entre. Reste. » Certains y allaient, d'autres non. Certains en revenaient transformés, d'autres disaient n'avoir rien trouvé de spécial. La maison, semblait-il, n'offrait son cadeau qu'à ceux qui en avaient vraiment besoin, qu'à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Un jour, Claire décida de retourner à la maison. C'était plusieurs mois après sa première visite. Elle n'en avait pas vraiment besoin, mais elle ressentait une sorte d'attraction, un désir de revoir ce lieu qui avait tant changé sa vie. Elle retrouva facilement la rue du Silence cette fois, comme si son corps se souvenait du chemin même si son esprit conscient ne l'avait pas mémorisé. Elle remonta la rue déserte, s'arrêta devant la porte familière du numéro 12. Elle tourna la poignée, entra. Le hall était exactement comme dans son souvenir. Elle s'avança vers le salon, mais quelque chose l'arrêta. Des voix, très faibles, presque inaudibles, comme des murmures portés par le vent. Mais la maison absorbait tous les sons. Comment pouvait-il y avoir des voix? Claire s'approcha doucement du salon. À travers la porte entr'ouverte, elle vit quelqu'un assis sur le canapé où elle s'était assise elle-même. Une jeune femme, les yeux fermés, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Et autour d'elle, dans l'air même de la pièce, Claire crut voir des formes translucides, des présences douces qui semblaient veiller sur la jeune femme. Elle recula silencieusement, troublée. Était-ce son imagination? Ou la maison était-elle habitée par quelque chose de plus que le silence? Par tous ceux qui avaient déposé leur fardeau ici? Par une présence bienveillante qui accueillait et consolait? Claire ne savait pas. Mais elle comprenait maintenant que cette maison n'était pas simplement un espace vide. C'était un lieu vivant, d'une certaine manière, nourri par tous les poids déposés, par toutes les douleurs partagées, transformant cette énergie en quelque chose de guérisseur. Elle quitta la maison sans bruit, laissant la jeune femme à son processus. En marchant dans la rue du Silence, Claire se demanda d'où venait cette maison. Qui l'avait créée? Comment fonctionnait-elle? Elle décida de faire quelques recherches. Aux archives municipales, elle chercha l'histoire du numéro 12, rue du Silence. Ce qu'elle trouva fut énigmatique. La maison existait depuis au moins 2 siècles, selon les registres les plus anciens. Mais son histoire était fragmentée, pleine de trous. Certaines périodes étaient bien documentées, avec des noms de propriétaires, des transactions de vente. Puis il y avait des décennies où aucune information n'existait, comme si la maison avait glissé hors des registres officiels.
Un détail cependant attira son attention. Dans un document de 1870, la maison était décrite comme ancien couvent de contemplation silencieuse. Des religieuses y avaient vécu, consacrant leur vie à la prière silencieuse, à la méditation profonde. Claire sentit quelque chose se mettre en place dans son esprit. La maison avait été un lieu de silence sacré pendant des années, peut-être des décennies. Ce silence s'était imprégné dans les murs, dans les fondations même de la structure. Et quand les religieuses étaient parties, le silence était resté, attendant patiemment de servir à nouveau ceux qui en avaient besoin. La maison était devenue un sanctuaire séculier, offrant ce que les temples et églises offraient autrefois, un refuge du bruit du monde. Les mois devinrent des années. La vie de Claire continuait, transformée par cette nuit où elle avait découvert le silence. Elle ne retourna jamais vivre dans l'agitation frénétique de ces années précédentes. Elle apprit à protéger son espace intérieur de silence, à dire non aux demandes excessives, à créer des limites saines. Elle quitta même son travail stressant pour un poste moins prestigieux mais plus aligné avec ses valeurs. Un poste qui lui laissait du temps pour respirer, pour vivre, pour être présente à sa propre existence. Elle continua discrètement à partager l'adresse avec ceux qui en avaient besoin. Au fil du temps, un petit réseau invisible se forma, des gens qui connaissaient la maison, qui y avaient trouvé refuge, et qui à leur tour guidaient doucement d'autres âmes fatiguées vers ce sanctuaire de silence. Ils ne se réunissaient pas, ne formaient pas de groupe organisé. Ils étaient simplement connectés par cette expérience partagée, par cette compréhension que le silence n'est pas une absence mais une présence, un lieu de guérison et de transformation. Un jour, plusieurs années après sa première visite, Claire reçut un appel étrange. C'était un avocat, Maître Dubois, qui se présentait comme l'exécuteur testamentaire d'une personne décédée. « Mademoiselle Morin, je vous contacte parce que votre nom apparaît dans le testament de Madame Élise Beaumont, décédée le mois dernier à l'âge de 92 ans. Elle vous lègue quelque chose de particulier. » Claire fronça les sourcils. Elle ne connaissait aucune Élise Beaumont. « Je crois qu'il y a erreur, maître. Je ne connais pas cette personne. » L'avocat insista. Madame Beaumont était très claire. Elle a laissé des instructions spécifiques vous concernant. Pourriez-vous venir à mon bureau demain? Je dois vous remettre quelque chose en main propre. Intriguée, Claire accepta. Le lendemain, dans le bureau sobre de Maître Dubois, elle reçut une enveloppe scellée avec son nom écrit d'une écriture tremblante mais déterminée. Elle l'ouvrit, lut la lettre à l'intérieur. « Chère Claire, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Ou du moins, je connais votre histoire. Vous êtes celle qui a redécouvert la maison aux 12 rue du Silence. Vous êtes celle qui, depuis des années, guide discrètement ceux qui ont besoin de silence vers ce refuge. Je sais cela car j'ai fait de même pendant 50 ans. Avant moi, quelqu'un d'autre l'a fait. Et avant elle, encore quelqu'un d'autre. La maison se choisit ses gardiens, voyez-vous. Elle vous a choisi. Je suis la propriétaire légale du numéro 12, bien que cette propriété soit plus symbolique que réelle. La maison appartient vraiment au silence lui-même, et nous ne sommes que ses gardiens temporaires. Maintenant que je pars, il est temps de passer le flambeau. Je vous lègue donc la maison, avec la responsabilité qui l'accompagne. Continuez à la garder secrète, mais accessible. Continuez à guider ceux qui ont besoin de silence. Ne la commercialisez jamais, ne la transformez jamais en attraction. Elle doit rester ce qu'elle est, un refuge pour les âmes fatiguées du bruit. Dans le tiroir du bureau dans l'entrée, vous trouverez un cahier. C'est le journal des gardiens, commencé il y a plus de 150 ans. Chaque gardien y a laissé ses réflexions, ses observations sur la maison et ceux qui y viennent. Ajoutez-y les vôtres. Un jour, vous aussi devrez passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous saurez qui quand le moment viendra. Avec gratitude et respect, Élise Beaumont. Claire resta assise longtemps après avoir terminé la lettre, les mains tremblantes. Elle était la gardienne de la maison. Elle n'avait pas cherché ce rôle, mais d'une certaine manière, il semblait inévitable, comme si tout avait mené à ce moment. Elle accepta l'héritage, signa les papiers nécessaires.
Et quelques jours plus tard, elle retourna à la maison, cette fois avec une clé officielle, bien qu'elle ait toujours su que la porte ne serait jamais vraiment verrouillée pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Elle trouva le cahier dans le tiroir mentionné. C'était un vieux registre relié de cuir, rempli de centaines de pages d'écriture différentes. Elle le feuilleta avec révérence, lisant les entrées de gardiens disparus depuis longtemps. Sœur Marie-Thérèse en 1887. La maison nous enseigne que Dieu parle le plus clairement dans le silence. Julien Mercier en 1923. J'ai vu tant d'hommes brisés par la guerre trouver ici ce que les médecins ne pouvaient leur donner, la paix intérieure. Marguerite Lenoir en 1968. Le monde devient trop bruyant. Cette maison est plus nécessaire que jamais. Et maintenant, c'était son tour. Claire prit un stylo, ouvrit le cahier à la première page blanche, et écrivit « Claire Morin, 2018. Je suis venue ici épuisée par le bruit de ma propre tête. La maison m'a appris que le silence n'est pas une absence, mais un lieu où l'on dépose ce qui fait trop de bruit en nous. Je promets de garder ce sanctuaire, de le protéger, et de guider ceux qui en ont besoin vers sa porte ouverte. Que le silence continue de guérir, génération après génération. » Les années continuèrent de passer. Claire vécut sa vie plus pleinement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle trouva l'amour, non pas en le cherchant frénétiquement mais en créant assez d'espace intérieur pour qu'il puisse entrer. Elle eut des enfants, qu'elle éleva en leur apprenant la valeur du silence, en créant des moments de calme dans leur vie autrement active. Elle vieillit avec grâce, acceptant chaque étape plutôt que de lutter contre le temps. Et toujours, elle gardait la maison. Elle y allait une fois par semaine, vérifier que tout était en ordre, nettoyer discrètement. Elle croisait parfois des visiteurs, des âmes perdues qui avaient trouvé leur chemin vers le numéro 12. Elle ne les dérangeait jamais, respectant leur processus. Parfois, elle ajoutait des entrées dans le journal des gardiens, documentant ce qu'elle observait, les changements dans le monde extérieur et comment ils affectaient le besoin de silence. 2025. Le monde est devenu encore plus bruyant. Les écrans, les notifications, la connexion constante. Les gens viennent ici plus désespérés qu'avant, plus fragmentés. Mais la maison tient bon. Son silence est assez profond pour absorber même le bruit du XXIe siècle. Un jour, alors que Claire avait 65 ans, elle remarqua une jeune femme qui venait régulièrement à la maison. Pas pour elle-même, mais pour guider d'autres. Claire reconnaissait les signes. Cette jeune femme, Léna, avait été transformée par la maison et avait naturellement commencé à partager ce cadeau avec d'autres. Claire l'observa pendant plusieurs mois, vit sa compassion, sa discrétion, son respect pour le mystère de la maison. Elle sut alors que c'était elle, la prochaine gardienne. Un jour, alors que Claire avait 65 ans, elle remarqua une jeune femme qui venait régulièrement à la maison. Pas pour elle-même, mais pour guider d'autres. Claire reconnaissait les signes. Cette jeune femme, Léna, avait été transformée par la maison et avait naturellement commencé à partager ce cadeau avec d'autres. Claire l'observa pendant plusieurs mois, vit sa compassion, sa discrétion, son respect pour le mystère de la maison. Elle sut alors que c'était elle, la prochaine gardienne. Elle invita Léna à prendre un café. Elles parlèrent pendant des heures, partageant leurs expériences de la maison, leur compréhension de son pouvoir. Puis Claire sortit la lettre qu'elle avait préparée, similaire à celle qu'elle avait reçue d'Élise Beaumont tant d'années auparavant. « Léna, je vieillis. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne la relève. La maison t'a choisi, je le vois. Veux-tu accepter ce rôle ?» Léna, les larmes aux yeux, accepta. Elles allèrent ensemble à la maison, et Claire lui montra le journal des gardiens, lui expliqua l'histoire qu'elle connaissait, lui transmit la responsabilité sacrée de garder ce lieu de silence accessible mais protégé. « Tu ne seras pas seule, assura Claire. Je serai là pour te guider au début. Et après moi, tous les gardiens qui ont écrit dans ce journal seront avec toi en esprit. » Claire vécut encore 10 ans après avoir passé le flambeau. Des années paisibles, remplies de moments de silence choisi, de connexion profonde, de gratitude pour la vie qu'elle avait pu vivre grâce à cette nuit où elle avait poussé la porte du numéro 12.
Quand elle mourut, c'était doucement, entourée de sa famille, dans un état de paix profonde. Ses derniers mots furent « Le silence m'attend. Enfin, je rentre à la maison. » Léna continua la tradition, comme Claire avant elle, comme Élise avant Claire, comme tous les gardiens avant eux. La maison aux 12 rue du Silence resta là, discrète, invisible pour la plupart, mais toujours accessible à ceux qui en avaient vraiment besoin. Le monde autour d'elle changeait, devenait de plus en plus bruyant, de plus en plus frénétique. Mais la maison tenait bon, offrant son cadeau intemporel à chaque génération. Un lieu où déposer le poids inutile, où trouver le silence qui guérit, où se rappeler que sous tout le bruit, nous sommes tous des êtres qui ont besoin de paix. Et si un jour tu te retrouves épuisé par le bruit constant de ta propre tête, si tu sens que tu portes un poids devenu insupportable, cherche. Peut-être trouveras-tu ta propre rue du silence, ton propre sanctuaire. Il existe, quelque part, dans chaque ville, dans chaque cœur. Il suffit d'être prêt à le voir, à pousser la porte, à entrer dans le silence et à y laisser ce qui n'a plus besoin d'être porté. Merci d'avoir partagé ce moment de silence avec moi ce soir. J'espère que l'histoire de la maison aux 12 rue du Silence t'a touché, qu'elle t'a rappelé que nous avons tous besoin de refuge où le bruit du monde ne peut nous atteindre. Le silence n'est pas quelque chose à craindre ou à remplir frénétiquement. C'est un espace sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux, où nous pouvons nous retrouver sous toutes les couches de bruit que nous avons accumulées. Cherche ton propre lieu de silence, que ce soit un endroit physique ou un espace intérieur que tu cultives. Tu en as besoin plus que tu ne le crois. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour d'autres récits qui apaisent et inspirent. Prends soin de toi, honore ton besoin de silence, et n'oublie pas que tu as toujours le droit de déposer ce qui pèse trop lourd. Bonne nuit, et que le silence te berce doucement.